Lacan, nous et le réel, 98e séance. Elle est mieux celle-là. Ouais. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Donc pour revenir un peu sur ce qui a été amorcé dans la 97e séance, notamment par l'intermédiaire de questions qui me sont venues sur la corrélation qu'il y avait entre le développement embryogénétique de l'enfant, le développement tout court de l'enfant, et puis le développement de, disons, ce qu'on peut appeler l'appareil psychique à la suite de Freud. Donc il y a une correspondance, on l'a vu, et lorsque Lacan remet en question la notion de stade oral, stade anal, etc., c'est pas tant le fait que ce soit le mot stade qui le gêne, c'est que ce mot-là pourrait laisser entendre que il faut passer d'un stade à l'autre et qu'une fois que le stade d'après est atteint, le stade d'avant est de facto passé, ce qui est faux. Ce qui est faux parce que c'est un temps, justement, qui est à la fois, bien sûr, diachronique, c'est-à-dire il y a une progression, il y a un sens, mais c'est aussi un temps cyclique, l'inconscient. Et donc, le stade oral, en lui-même, par exemple, contient sa propre finalité. Et c'est pas parce que nous sommes au stade anal, par exemple, ou au stade phallique ou au stade génital, que le stade oral n'a plus lieu. C'est-à-dire que chaque chose se répète infiniment à chaque stade, et le décalage qu'il pourrait y avoir entre l'appareil psychique et le développement corporel, ce décalage est toujours en jeu et peut être rattrapé justement par un travail psychique. Donc ce qui veut dire un travail sur le signifiant. Comme me l'a fait remarquer quelqu'un après mon dernier discours, cette définition que je poursuis cette année devant vous de la fonction de l'objet petit a tend à opposer à la liaison de cet objet à des stades, à la conception, si vous voulez, abrahamique. Je parle du psychanalyste, de ses mutations, sa constitution, si l'on peut dire, circulaire. Le fait qu'à tous ces niveaux, il tient à lui-même en tant qu'objet petit a, que sous les diverses formes où il se manifeste, il s'agit toujours d'une même fonction, à savoir comment petit a est lié à la constitution du sujet au lieu de l'autre et le représente. Par exemple, pour le stade oral, et justement le travail signifiant il est là, c'est que le stade oral, on l'a vu, c'est une forme peut-être première, primitive, d'apparition de l'objet. Et le rapport à l'objet est un rapport, on l'a déjà vu aussi dans le 97, de destruction. C'est-à-dire que prendre quelque chose, manger une pomme, c'est la détruire, par exemple. Donc, l'objet pomme va être détruit par la bouche. Mais bien sûr, le sujet ne pense pas à ça quand il se nourrit, d'une certaine manière. Donc, la dimension de la destruction va être évoquée peut-être potentiellement dans le stade anal, dans le stade appelé de l'excrétion, où Freud prononce le mot d'exonération, c'est-à-dire le fait de lâcher la selle, correspond à la destruction de l'objet. Mais si ce stade oral-là, on revient au stade oral, est un stade d'amener à la bouche, donc
on l'a vu, la dimension cannibalique de l'amour. Hein, aimer quelqu'un comme on aime du ragoût de mouton, on a vu que ça, c'était le cas, disons, jusqu'au stade phallique, qui peut être questionné, ce que nous allons faire tout à l'heure, sous l'axe de ce qui s'appelle le complexe de castration. Où là, effectivement, il y a une possibilité d'aimer l'autre sans que ce soit le désir, en tant qu'il est un désir qui contient la destruction de l'objet, donc pour l'assimilation de l'objet, et on peut vraiment parler d'amour de l'autre qu'à partir du moment où il y a un dépassement de cette destruction. Mais cependant, le stade premier, le stade oral, on peut l'entendre aussi, donc l'oral, c'est amener à la bouche. Mais amener à la bouche, ça peut être aussi amener à la parole, puisque la bouche, elle a essentiellement deux fonctions, là, ce qui est une, de permettre l'ingestion, et donc la destruction de l'objet, par la fonction du nourrissage, mais elle a aussi cette fonction qui est la plus élevée de toutes, puisque nous l'avons vu dans tout le cycle que nous avons développé, au fond, l'amour en tant que tel qu'il se déploie dans la psychanalyse, est un amour qui devient une forme de synonyme de amener à la parole. Donc il s'agit de saisir l'instant présent du monde et de l'amener à la parole pour faire en sorte que cette expérience décisive devienne pour le sujet le lieu même où il expérimente que son être, plutôt son manque à être, ne tient qu'à la position subjective qui est déterminée par le signifiant dans lequel il est pris. Donc d'où l'appareil des discours dont je vous ai déjà longuement parlé. Donc on voit que dans le stade oral lui-même, il y a déjà une certaine forme d'alpha et d'oméga. C'est-à-dire alpha, première destruction de l'objet, oméga, restitution par l'intermédiaire de la bouche de la dimension physique matérielle du monde dans un état qui est un état psychique, puisque c'est ramené au niveau du signifiant. Bien sûr, on va trouver ça au stade anal, bien sûr, qui lui est considéré la plupart du temps comme le stade approprié de la destruction de l'objet. Mais nous avons donc le stade anal considéré comme le stade sadique anal, parce qu'il y a une propension dans ce stade à jouer une dialectique de la rétention et du lâcher. Et qu'on peut dire que la dimension de la destruction est celle du lâcher, donc l'excrétion, l'exonération, mais il y a aussi la possibilité donc de conserver l'objet, et si on le ramène ça au stade psychique, donc nous avons dans notre activité psychique, eh bien, une certaine possibilité de contrôle de la parole. C'est-à-dire ce que je dis et ce que je ne dis pas. Donc ce que je garde et ce que je dis, étant entendu que, bien sûr, par la parole, du moment que je dis que j'avance quelque chose, eh bien, simultanément, je refoule autre chose. Donc nous voyons que dans le travail là de corrélation de l'embryogénèse avec celle de l'appareil psychique, on l'a vu la dernière fois avec la formation, disons, d'abord de la bouche et ensuite de la bouche postérieure, il y a bien sûr tout le temps un décalage entre le corps et l'appareil psychique, mais il y a une intrication des deux, c'est-à-dire que le corps fonctionne en fonction de l'avancée de l'appareil psychique. Donc d'une certaine manière, il est toujours possible pour nous de nous exonérer, puisqu'on va reprendre le mot freudien, de certains symptômes, notamment par le fait d'amener psychiquement ces choses-là, donc de les transposer sur le plan psychique. La façon dont l'incident chez un sujet qui est en proie à ces conséquences de sa position désir, de son tournure
symptômes, les différentes formes de structures subjectives auxquelles nous avons affaire, qui sont des structures que nous objectivons. Ce qui nous différencie de n'importe quelle autre objectivation scientifique, c'est que pour l'objectiver, nous sommes forcés, nous et notre désir, de nous mettre dedans. Voilà, ça c'était un premier point, disons, pour recaler pourquoi, dans la psychanalyse, l'amour est une finalité, mais une finalité qui n'est pas une finalité de l'amour tel qu'on se le représente. C'est-à-dire que c'est un amour plutôt considéré du côté de l'agapé, mais encore une fois, il faut être très prudent parce que quand il y a de l'agapé, il est impossible de ne pas avoir traversé les deux stades que sont l'éros et la philia. Et ces stades sont aussi toujours présents, un peu comme le stade oral est toujours présent, même quand le sujet a atteint le stade génital, qui est le stade justement où il convient de revenir sur cette notion de narcissisme fondamental, et en tout cas du travail de la libido tel que on la retrouve chez Karl Abraham, puisque ce que remarque Karl Abraham, c'est que quel que soit le sexe, c'est-à-dire petit garçon ou petite fille, les génitoires sont beaucoup plus investis que le reste. Et là où il y a le plus gros investissement de libido, c'est sur la sphère génitale dès le début. Et les petits-enfants sont sollicités par leurs attributs génitaux qui sont en place, mais qui ne peuvent pas encore servir directement de la manière dont ils vont pouvoir le faire en état adulte. Mais il y a une sursollicitation parce qu'il y a une forme d'identification qui est liée à ces attributs génitaux. Donc, ce qui veut dire que, comme les attributs génitaux sont surinvestis, pour pouvoir avoir accès à l'autre, et l'autre, c'est forcément l'autre dans son altérité la plus basique, c'est-à-dire l'autre sexe. Donc, le corps de l'autre est pris sans les attributs génitaux. Donc, en fait, ça fait comme un blanc. Exactement, raconte Lacan, comme quand on fait une carte marine où on trace les îles en blanc, mais on ne met rien dessus. Donc c'est juste un contour, un bord, comme s'il pouvait être coupé, parce que justement, ce qui est coupable comme ça, c'est le registre du phallus, bien sûr, et le phallus n'est absent dans aucun des deux, parce que si l'une plutôt ne peut pas l'avoir sans l'être, l'autre ne peut pas l'être sans l'avoir. Donc il y a une manière de retrouver cette dimension phallique, justement, qui se propose toujours sous un voile, particulièrement où le phallus est absent en tant que phallus imaginaire. Donc là, il s'agit de bien distinguer, puisque c'est là que tout va se jouer pour le sujet, la différence qu'il y a entre le phallus en tant que signifiant qui manque à l'autre. Vous vous souvenez que c'est le signifiant qui manque à l'autre. Il y en a une trace, comme un trou dans l'autre, mais l'autre ne l'a pas, ce phallus-là. Et donc, il n'en reste qu'un trou. Le sujet s'y raccorde, et c'est bien sûr que dans la mesure seule où le sujet va occuper cette place-là du manque, du vide dans la chaîne signifiante, que il va jouer son incarnation sexuée d'une certaine manière, parce que c'est impossible autrement. Il va se situer dans une forme de correspondance entre ce que Lacan a appelé S-barré, donc la formule du fantasme, poinçon petit a. Pourquoi il les appelle comme ça? Parce que ce sont des abstractions. Ce sont des abstractions qui ont pris le nom de mathème
dans la terminologie lacanienne, parce que ça s'origine bien sûr sur des histoires d'ensemble, d'exclusion, d'union ou d'intersection, enfin la base des mathématiques. Et donc on retrouve ça aussi bien dans les formules de la sexuation que dans les discours. Et ce sont des abstractions parce que l'objet petit a, dont Lacan parle, eh bien, ce n'est pas un objet du monde que nous connaissons. C'est un objet exclusivement au sens étymologique du terme. Nous l'avons déjà vu avec Socrate et Alcibiade, c'est ce que le sujet lui-même projette dans l'objet externe et qui n'y est pas. Alors là, il y a un petit schéma de Lacan qui peut paraître absconce à première vue. C'est dans cette phénoménologie du regard, là, parce que vous vous souvenez que Lacan est le premier et peut-être le seul à avoir fait de manière aussi décisive la différence entre la vision, qui est du côté du sujet, et le regard, qui est du côté de l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes là, en train plus ou moins de rêver, et puis quelque chose attire votre regard à vous. Ce quelque chose qui attire votre regard, il n'est pas dans l'objet. Et là, on a ce schéma avec la base bleue et la base blanche. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est une sorte de montagne, d'amas, je ne sais pas quoi, où ce qui attire le regard du sujet, c'est quelque chose qui concerne son désir. Mais c'est quelque chose qui n'est pas dans l'objet. Et l'objet regard, c'est la forme de cette chose-là, moins ce qui a attiré son regard. Donc, on peut dire que la forme, ou son autre nom, qui est la beauté, c'est ce qui nous fait voir quelque chose qui est découpable, un peu comme ce phallus qu'on peut changer. Vous vous souvenez dans le petit Hans, là, l'histoire du robinet, c'est-à-dire quelque chose qui peut changer de place. Eh bien, il en est de même pour l'objet regard qui, justement, est cette forme-là sans son substrat de désir. Parce que le désir, il est du côté du regard du sujet sur l'objet. Il n'appartient pas à l'objet. Et là réside la possibilité d'entendre quelque chose de ce qu'on appelle la pulsion scopique et qui nous concerne tous, puisque nous sommes dans une société ou une civilisation qui a surinvesti l'image au profit de l'imaginaire, bien sûr, et au détriment de la dimension symbolique du phi. Parce que tout ce qui va concerner le complexe de castration, je vous rappelle que la castration se dit le manque symbolique d'un objet imaginaire. Donc, ce qui veut dire que c'est le manque qui est symbolique. Donc la castration elle-même, elle est symbolique. C'est-à-dire que nous manquons de la parole, nous manquons des possibilités de langage, de dire quelque chose de notre désir. Si nous pouvions en dire quelque chose, nous réduirions justement l'écart qu'il y a entre notre imaginaire qui attribue à l'objet la cause du désir en tant que le petit a y est inclus, par rapport à notre sujet qui l'y met. Eh bien, ça, accrochez-vous bien, ça s'appelle, dans le travail de Lacan, le deuil de l'analyste. C'est-à-dire le deuil de l'analyste, c'est le deuil sur le fantasme d'un objet qui comblerait le sujet. Il dit ça autrement, il dit ça, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc, une fois que l'analyste a accompli ce deuil-là, c'est-à-dire qu'il est capable d'amener par la parole quelque chose qui concerne ce rapport à l'objet, extérieur à lui-même, il ne peut pas être sans savoir que ce qu'il cherche dans l'objet extérieur, c'est lui-même sous la forme d'un objet. Et donc, Makash, ça n'existe pas. Et il accepte cette position-là. C'est ce qui s'appelle faire le deuil.
Il me suffit de marquer dans la théorie régnante concernant le stade génital un autre trait qui semble mal raccordé à ceux dont on fait usage. C'est à savoir le caractère, si l'on peut dire, limité, modéré, tempéré de toute façon, qui prendrait l'affection du deuil. Le signe de la maturité génitale étant que cet objet réalisé dans le conjoint, puisqu'il s'agit après tout d'une formule qui tente à s'adapter à des mœurs aussi conformes qu'on peut le souhaiter, cet objet, il serait normal des signes de la même maturité qu'on puisse en faire dans un délai que nous appellerons décent, le deuil. Il y a là quelque chose, d'abord, qui fait penser qu'il serait dans la norme de ce qu'on appelle une maturité affective, que ce soit l'autre qui parte le premier. Cela fait penser à la bonne histoire qui était sans doute celle de quelqu'un de psychanalysé, dont Freud fait état quelque part. Monsieur viennois, bien sûr, c'est une histoire viennoise, qui dit à sa femme, quand l'un de nous deux sera mort, j'irai à Paris. Alors c'est là où ça devient très intéressant parce que nous vivons, vous l'avez vu, au moins depuis 2020, dans une espèce de, on peut dire ça comme ça, le marché de l'angoisse. Hein. Le marché de l'angoisse, c'est la peur doit être présente à tous les azimuts. Donc, vous ne pouvez pas lire une nouvelle sans qu'il y ait quelque chose d'effrayant derrière. La perte de la nature, la pollution, toutes les histoires qui concernent la planète, bien sûr l'épidémie, le climat. On vous fait croire que là, les serpents venimeux, les plus venimeux du monde maintenant, avec ce qu'ils appellent le réchauffement climatique, qui était purement une manipulation, tout ça va venir. Vous avez peur, vous devez avoir peur de tout. Hein. C'est vraiment, ils ont joué sur ça pour forcer les gens à s'inoculer leurs produits géniques expérimentaux. Et on peut se demander, mais pourquoi ça marche autant? Ou la question corrélative de celle-là, c'est pourquoi les gens aiment-ils tant avoir peur? Alors, on pense au succès des films d'horreur, aux trucs comme ça, à l'expression « fais-moi peur »,« maman fais-moi peur ». Qu'est-ce qui fait cet attrait de la peur? Parce que les gens ont réellement peur, mais sinon ça ne marcherait pas. Mais c'est quand même bizarre parce que les motifs invoqués sont tellement imaginaires, c'est comme s'ils faisaient semblant d'avoir peur, et s'ils faisaient semblant d'avoir peur, mais à force de faire semblant, ils ont réellement peur. Eh bien, c'est pas très difficile pour le psychanalyste de découvrir ça. Et pour ça, bien sûr, il faut qu'il relise le petit ouvrage dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire Inhibition, symptômes, angoisse. Parce que là, il s'agit bien sûr du signal de l'angoisse. Et le signal de l'angoisse, c'est quelque chose que Freud a soulevé avec un génie impressionnant parce que il a fait le rapport entre la manière dont les animaux réagissent à un signal d'angoisse. Donc c'est un animal, bien sûr, de la troupe, hein, du troupeau. Il suffit d'observer un troupeau de gazelles, etc. Il y en a une qui va faire un bruit, hop, tout le monde se barre exactement dans la même direction. Donc, il y aurait une sorte de bien fondé à l'angoisse. Mais Freud, lui, interroge ça en bon scientifique qu'il est, parce que pour lui, à son époque, la psychanalyse devait constituer une science à part entière, parce que c'est pas ce qui est devenu la science aujourd'hui, qui est une pseudo-science caricaturale et pathétique, puisque on se sert juste de modélisation informatique, alors qu'il n'y a aucun réel. Alors que la science, au départ, était censée reposer justement sur un réel. C'est pour ça que la science
est quelque chose de réfutable, puisque le réel va toujours invalider une théorie pour en amener une nouvelle. Or là, maintenant, c'est plus possible de remettre en cause la théorie, parce que tout simplement, il n'y a plus de science, il n'y a plus de réel. Donc lui, il va dire où le sujet, et le sujet humain, parce que pourquoi pas transposer cette petite dramaturgie du quotidien, là, du troupeau de gazelles, ou de gnous, à une première tribu humaine qui peut réagir à... On a tous vu, là, un groupe d'humains il y en a un qui fait le P, comme on dit, ou qui fait le guet, et qui alerte si l'ennemi arrive, et soit on se prépare au combat, soit on se barre. Donc, où le sujet va-t-il chercher l'énergie, parce que pour Freud c'est de l'énergie, ça se mesure, de ce signal d'angoisse. Et puis surtout, il attribue, c'est-à-dire il inverse, comme il le fait dans son sens logique, le génie qu'il a de pouvoir jouer avec les mots et avec la logique, de dire que, au fond, il y a peut-être un danger interne qui est de se laisser endormir par justement les discours lénifiants auxquels nous assistons. Pourquoi le surgissement de cette angoisse? S'il est là comme ça, déjà baignant dans l'union universelle, pourquoi l'angoisse surgirait-elle? Bon Dieu, l'angoisse surgit précisément de ceci, c'est que la question sur la jouissance ne lui vient que du désir de l'autre, et que ce désir de l'autre, dans certains tournants, est absolument énigmatique parce qu'il laisse transparaître toute l'énigme de la jouissance dont il s'agit. Non, parce qu'on voit là qu'on a une espèce d'hypnose collective. Hein. Sinon, comment peut-on imaginer qu'une population censée être un peu cultivée puisse mettre une guenille faciale pour lutter contre un virus respiratoire? C'est tellement débile que, je ne sais pas si vous imaginez dans 10 000 ans des fouilles archéologiques, on va retrouver des monceaux de masques bleus comme ça, plus ou moins conservés. On dit, ah, peut-être a-t-on eu affaire là à une civilisation de chirurgiens. Non, c'est juste des débiles mentaux. C'est-à-dire qu'ils ont mis des guenilles faciales en pensant que ça pouvait arrêter un virus respiratoire. Mais c'est pas tout. Ils ont cru aussi qu'avec un espèce de substance magique travaillée en 9 mois dans un laboratoire et un produit génique expérimental, ils allaient aussi arrêter la transmission et tout ça. Donc c'est aberrant. Comment on peut croire des choses comme ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a cette propension à l'angoisse que nous avons. Et là, eh bien, face à un signal et à l'émergence de ce signal qui va, chez l'individu, provoquer une notion de survie, il n'y a que 3 possibilités. Il y a la fuite qui, selon Napoléon en tout cas, est une mesure finalement assez courageuse et digne quand ça concerne l'amour. C'est très important. Et il y a bien sûr Hilflosigkeit. L'Hilflosigkeit, c'est, vous savez, la manière dont Freud parle d'un sentiment d'être absolument sans ressources. Hilfen, ça veut dire aider, c'est comme help en anglais. Le sich, c'est comme Toulouse. On a perdu toute aide possible. Le kite, c'est la finale, donc le suffixe qui veut dire comme te en français, comme le beau, la beauté. Là, ça serait le fait de ne pas pouvoir compter sur aucune aide que ce soit, on est foutu. Parce qu'on se sent en position toujours néoténique, d'être livré à soi, même alors qu'on ne sait rien faire soi-même. On peut rien appeler, on peut rien faire, on est foutu, on se laisse mourir. C'est une position. Il y a la fuite, se laisser mourir. Et entre les deux, il y a l'angoisse. Et l'angoisse, ce qu'elle a, c'est un genre de signal justement très particulier, parce que l'angoisse signale un raccordement à l'objet du désir. Et donc, tout ce qui concerne
l'angoisse, c'est-à-dire dès que vous avez quelqu'un qui a une angoisse, etc., ça veut dire qu'il reçoit un message. Alors Lacan utilise une forme un peu facile, on peut dire, mais très parlante. Il dit, vous êtes en train de rouler sur votre réserve. Il vous reste pas beaucoup. Donc, mais vous êtes raccordé à l'objet de désir. C'est pour ça que l'angoisse est qualifiée aussi par Lacan comme le seul affect qui ne trompe pas. Parce qu'il y a du réel derrière. Et ce réel-là, c'est que l'objet du désir, donc l'objet cause du désir pour Lacan, est raccordé à l'angoisse. Donc ça veut dire que pour la majorité, se raccorder à l'objet du désir n'est pas possible, puisqu'il faut faire tout un travail pour revenir jusqu'à qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que c'est cette histoire de dialectique du sujet et de l'objet, alors que l'objet, on ne peut pas le définir, puisque c'est un objet petit a, et le sujet, il est toujours absent. C'est-à-dire qu'il reste que sa trace dans la ligne signifiante, et il est pris dans cette chaîne-là, il est comme le furet, il fuit tout le temps, on ne peut pas le définir. Donc Lacan, il met un S et il le barre. C'est-à-dire qu'il est barré. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc si je ne sais pas ce que c'est que l'objet, si je ne sais pas ce que c'est que le sujet, comment je vais me sortir de cette situation-là? C'est impossible. Donc ce que je vais faire, je vais me raccorder à l'angoisse. Et donc, je vais aller, comme tout le monde, prendre des angoisses chez tous les grands tas possibles. C'est-à-dire ceux qui se mettent dans la position du grand autre. Les experts, les médecins, les journalistes, les politiques qui vous disent comment il faut vivre, ce que vous devez faire, comment vous devez vous soigner, etc. Toute cette bande de clowns-là, c'est quand même des grands autres. Ils se mettent dans cette position-là. Donc c'est la position de la canaille par excellence pour Lacan. C'est se faire prendre pour un grand autre. Du petit autre qui vient quémander. Parce que là, on se raccorde à quelque chose qui donne l'illusion qu'on est dans le rapport à notre objet de désir. Alors que bien sûr, c'est pas là que ça se passe. C'est tout à fait dans un autre genre de rapport psychique que vous rentrez dans le fait de reconstruire, vous, l'évolution de votre rapport au désir en fonction de ce S barré qui est votre fantasme. Et ça, il y a seulement dans l'analyse que vous pouvez découvrir ce fantasme-là qui vous détermine vous et seulement vous. C'est ça la singularité subjective. Et en plus, ce S-là, il est barré. C'est-à-dire que le fantasme, vous pouvez le dire. Et une fois que vous l'avez dit, eh bien, vous élargissez les murs de votre prison. C'est-à-dire que vous n'êtes plus pris juste dans, justement, les principes d'inhibition, c'est-à-dire vous allez inhiber vos paroles, vous allez inhiber vos actes, vous allez rien dire dans des situations où vous deviez dire que vous aurez peut-être sauvé la vie, et vous n'allez rien faire, c'est l'inhibition de l'acte, et puis en plus vous allez développer des symptômes, parce que les symptômes sont des solutions de compromis d'une parole qui ne peut pas se dire. Donc, et tous ces symptômes-là, toute cette inhibition, toute cette angoisse, où faut-il la situer? Eh bien, nous la situons dans le schéma optique de Lacan, dans le stade du miroir, le fameux stade du miroir, au niveau de I de A, le petit I de A, c'est-à-dire le moi, les identifications moïques, la série d'identifications qui font du moi l'instance de la méconnaissance, par excellence. Moi ci, moi là, moi. Alors là, je fais une petite parenthèse, c'est qu'il y a un très bon film qui est sorti au début de l'été, qui s'appelle Les Musiciens. C'est assez rare, parce que le cinéma français est tellement pathétique avec ses considérations sociales pseudo-larmoyantes, avec ses luttes pour les minorités. Soi-disant, c'est le cinéma français, mais c'est toutes les conneries américaines qui sont retravaillées pour faire croire que c'est français. Mais nous, on n'a pas besoin ici d'inclusion, de trucs comme ça. On n'a pas fait l'esclavage des Noirs, on n'a pas eu ces choses-là. Donc, le cinéma français est
pathétique avec son espèce de pseudo-dimension sociale, ces trucs qui viennent des États-Unis comme le pseudo-féminisme, tous ces trucs-là, le wokisme, toute cette merde-là, en fait, fait un cinéma vraiment irregardable. Eh bien, de temps en temps, il y a un petit film comme ça qui sort, qui est très bien. Et les musiciens, c'est très bien parce qu'il met en scène, justement, quelque chose, je ne vais pas vous raconter le film, mais il y a une héritière qui va essayer de mettre en scène le désir de son père défunt et qui est de créer un quatuor avec la redécouverte d'un violoncelle qui a été tout perdu pendant des siècles de Stradivarius. Elle a reconstitué donc 4 instruments et évidemment pour elle, il suffit d'avoir 4 excellents musiciens pour faire un quatuor. C'est une erreur. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 4 excellents musiciens pour faire un quatuor, de la même manière que il ne suffit pas d'avoir le meilleur pilier droit, le meilleur talonneur, le meilleur pilier gauche, les 2 meilleures secondes lignes et les 3 meilleures troisième lignes pour faire le meilleur pack de rugby. C'est pas une question d'addition, d'individualité, c'est une question d'alchimie. Et ils sont censés jouer un morceau d'un compositeur contemporain qui lui est complètement, on dirait, perché aujourd'hui. C'est parce que une des premières images dans lesquelles on le voit, il est en train d'enregistrer des oiseaux et ensuite il essaye de restituer le son de ce qu'il entend et d'en faire quelque chose de mélodieux. Et donc on vient le chercher parce que les musiciens, bien sûr, il y en a un, c'est ce qui m'a amené là, c'est le moi, il y en a un, le violoniste solo, il est dans un narcissisme pathologique, c'est-à-dire moi, il pense qu'à lui, je vais être premier violon, normalement un premier violon ça se met là sur la photo, etc. Il parle que de lui tout le temps, il essaye de dominer tout le monde, etc., de se mettre en avant, et bon, les 3 autres plus ou moins trouvent leur place, mais même quand il dit une remarque juste, par exemple à celle qui joue de l'alto, ben c'est tellement le ton lui-même avec lequel il le dit est tellement marqué par la mise en avant de son propre moi que ça tombe à plat et puis ça le rend insupportable vis-à-vis des autres. Et donc bien sûr, ils vont chercher ils n'arrivent pas à jouer ce morceau correctement. Et ils vont chercher le compositeur. Et le compositeur, là, c'est typiquement ce qu'en psychanalyse, on appelle la fonction paternelle. C'est-à-dire que c'est lui qui a conçu le truc, qui l'a écrit, donc c'est le concepteur, hein, comme dans le mythe où Apollon est le concepteur. Hein, dans la tragédie d'Oreste, donc le père est le concepteur de la chose. Donc ça change tout. Et il n'est pas obscène, c'est-à-dire qu'il se met toujours en retrait. Et il essaye pas il se dit lui-même, mais j'ai écrit ça il y a longtemps, je m'en souviens plus, je sais pas, etc. Il veut pas intervenir, etc. Mais ses interventions sont tellement justes, il entend tellement bien parce qu'il est en retrait que petit à petit, il va expliquer effectivement que pour qu'un quatuor joue juste, eh bien, il faut que les 4 jouent un peu faux. Pour que le quatuor joue juste. Parce qu'il faut qu'ils s'écoutent les uns les autres. Il ne faut pas juste qu'ils jouent la partition juste, sinon ce ne sera pas juste. Donc ça c'est intelligent, parce que au fond, c'est sur une petite réduction d'une scène comme ça qu'on retrouve les éléments de la psychanalyse, notamment cette fonction paternelle qui est de pouvoir réunifier le désir et la loi, puisque le désir et la loi, le désir refoulé et la loi sont une seule et même chose. Donc quand le sujet se trouve convoqué par son désir, bien sûr que c'est anxiogène, parce qu'il doit passer au couperet de la loi. Mais là, c'est phi, c'est le grand phi, celui-là, hein, pas le petit phi imaginaire, c'est-à-dire le phallus dans sa représentation de pénis, mais c'est le phi majuscule, c'est-à-dire c'est le symbole même de la castration. C'est que nous sommes castrés. Et il faut assumer la castration. Et le point, disons, le plus loin où on peut assumer la castration, c'est le deuil du psychanalyste de ne pas laisser l'analysant se soutenir des angoisses de l'analyste. Ça doit être barré, opaque pour l'analysant. Jamais
l'analyste doit lui laisser la possibilité de venir chercher chez lui son angoisse pour se soutenir, puisqu'il s'agit d'aller vers son désir. Il peut pas là se masquer comme il peut le faire avec le monde médiatique, d'aller chercher les angoisses des autres et s'imaginer qu'il est dans le désir, puisque là, il est convoqué à son propre désir qui passe par ses signifiants. Et là, le psychanalyste doit être radical, opaque, rien laisser passer de ses angoisses. Bon, alors il s'agit maintenant d'éthique, et il s'agit de faire celui qui fait fonction petit a tienne une position. Je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois, bien sûr, naturellement, ça fait passer comme l'eau sur les pieds d'un canard, mais enfin, certains quand même en ont paru un peu comme ça, mouillés, viennent la position du semblant. Ceux qui sont vraiment intéressés là-dedans, j'en ai eu quand même des échos, ça les a émus. Enfin, il y a certains psychanalystes qui ont comme ça quelque chose qui les tourne, des angoisses de temps en temps. Pour ça, moi je dis ça, j'insiste sur le fait que le petit A doit tenir la position de semblant, c'est pas pour leur foutre de l'angoisse, je préférerais même qu'ils en aient pas. Enfin, c'est pas un mauvais signe. Ça leur donne. Ça veut dire que mon tour n'est pas complètement superflu, peut prendre un sens. Mais ça ne suffit pas. Ça n'assure absolument rien, enfin, pas qu'un discours ait un sens. Parce que il faut au moins que ce sens puisse le repérer. Donc ça, c'est le deuil, et ce deuil-là, il a une fonction d'assomption de la castration. Normalement, un psychanalyste, comme le dit Lacan, c'est quelqu'un qui est cuirassé contre l'angoisse. C'est-à-dire qu'aucune de ces angoisses ne peut être captable et rattrapable par un analysant. C'est impossible. Parce que son travail est d'amener l'analysant vers son désir, que le psychanalyste représente en tant qu'il fait non pas un grand A, sinon ce serait une canaille, comme le font la plupart des faux psychanalystes, de se placer en grand A. Il y a une femme qui est venue me voir, son pseudo-psychanalyste, il paraît qu'il est assez connu, lui a imposé de se faire inoculer la substance génique, le produit génique expérimental appelé vaccin. C'est aberrant. C'est absolument à l'opposé de la psychanalyse, ça. C'est un sombre connard. Il faut le dire quand même que la plupart des psychanalystes aujourd'hui sont des sombres connards. D'ailleurs, Vapro avait quitté la France parce qu'il trouvait que les écoles de psychanalyse donnaient naissance à une bêtise autosatisfaite tellement puissante que lui pouvait plus respirer. Eh bien, je vous le confirme. L'état de la psychanalyse, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a très très peu qui sont capables justement de se mettre dans cette position-là, puisque ça réclame justement de se prendre dans le jeu de Freud et de Lacan. On a les textes quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors ça n'empêche pas les gens de dire n'importe quoi. Hein. Bon, là on a Rudy qui s'occupe d'une pseudo-psychanalyste qui fait soi-disant une théorie féministe. C'est ni théorique ni de féministe, c'est juste du néant. C'est-à-dire qu'elle ne connaît rien à Freud, rien à Lacan, mais elle a écrit des livres sur Freud. Ça, c'est la passion de l'ignorance. Hein. Donc Sylvia Lippi commence par sa signature, qui est de féminiser les hommes, certains d'entre eux. Moi, par exemple, je suis peut-être une lesbienne. Par exemple, le fait que je couche avec des femmes. Ce qui est a priori surprenant. Pour en revenir donc à ces notions-là d'objet et de sujet, donc cette dialectique-là est une dialectique qui amène l'analysant, qui doit amener l'analysant à considérer que son aliénation, elle n'est pas sociale, son aliénation. C'est pas vrai. Elle est relative à son fantasme. Et il n'y a que par la parole qu'il peut amener la possibilité de sortie de cette aliénation qui présuppose une étape qui est la réconciliation avec l'aliénation. S'il s'imagine qu'il n'est pas aliéné, qu'il suffit de voter les progressistes,
Vous vous rendez pas compte que tout ce qui se présente comme progressiste, c'est le nazisme en marche. C'est la progression des armées nazies de fonctionnaires et de petits capots qui vont vous forcer, qui vont transformer cette planète en une prison psychique. Donc c'est bien sûr, la psychanalyse n'a jamais eu autant de pertinence qu'en ce moment, qu'aujourd'hui. Et bon, je vous demande pas de me croire sur parole, vous avez qu'à lire Freud et Lacan. C'est dans tous les textes, ils en parlent tout le temps, c'est très précis. Et si vous trouvez une faute de logique, envoyez-la moi, parce que je n'en ai pas trouvé. Ni dans les 15 000 pages de Lacan, ni dans tous les livres de Freud, c'est impossible à trouver. C'est absolument conforme à la possibilité découverte par Freud d'amener enfin le sujet de la parole que nous sommes à son émancipation par la parole, pour la parole, puisque c'est comme ça que nous sommes configurés tout simplement. C'est-à-dire nous sommes des porteurs de parole. Ces trois termes, inhibition, symptômes, angoisse, sont entre eux aussi hétérogènes que les termes de réel, de symbolique et d'imaginaire. Et que nommément, l'angoisse, c'est ça. C'est ce qui est évident, d'ailleurs. C'est ce qui, de l'intérieur du corps, existe. Quand il y a quelque chose qui l'éveille, qui le tourmente. Voyez petit Hans, quand il se trouve que se rend sensible, l'association à un corps, nommément mal dans l'occasion, définie comme mal, l'association à un corps d'une jouissance phallique. Si le petit Hans se rue dans la phobie, c'est évidemment pour donner corps, je l'ai démontré pendant toute une année, pour donner corps à l'embarras qu'il a de ce phallus pour lequel il s'invente toute une série d'équivalents diversement piafonds sous la forme de la phobie des chevaux, le petit Hans, dans son angoisse, principe de la phobie, en ce sens que c'est à la lui rendre cette angoisse, si l'on peut dire, pure, qu'on arrive à le faire s'accommoder de ce phallus dont, en fin de compte, comme tous ceux qui se trouvent en avoir la charge, celle que j'ai un jour qualifiée de la bandoulière. Il faut bien qu'il s'en accommode, savoir qu'il soit marié avec ce phallus. Ça, c'est à quoi l'homme ne peut rien. La femme qui n'existe pas, elle peut rêver à en avoir un, mais l'homme, il en est affligé. Il n'y a pas d'autre femme que ça. C'est ce que Freud a dit, enfin, n'est-ce pas, sur tous les tons. Qu'est-ce qu'il dit en disant, enfin, que la pulsion phallique, c'est pas la pulsion génitale, si ce n'est que ceci, que la pulsion génitale, chez l'homme, c'est bien ce qu'à te dire, elle n'est pas naturelle du tout. Non seulement elle n'est pas naturelle, mais s'il n'y avait pas ce diable de symbolisme à le pousser au derrière, pour qu'en fin de compte il éjacule et que ça serve à quelque chose. Mais il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus, n'est-ce pas, de ces parlettes, enfin,
ces êtres qui ne parlent pas simplement être, mais qui sont par l'être, ce qui est vraiment le comble du comble de la futilité. Pour revenir un peu sur cette notion d'angoisse, là, l'angoisse c'est une peur sans objet, d'une certaine manière, puisque dans Inhibition, symptômes, angoisse, Freud décrit très précisément les manifestations de l'angoisse. Et l'apport que va avoir Lacan, mais déjà, il me semble que c'est présent chez Abraham, c'est que la castration, plutôt le complexe de castration, appelle à une peur qui n'est pas éprouvée, que ce soit par le petit Hans ou l'homme au loup, le petit russe là. Quand ils sont menacés directement de castration, eh bien, ils rigolent. Mais ça n'empêche que, dans l'inconscient, la peur y est. C'est là où il y a un écart entre ce qui est visible, manifesté dans le comportement, c'est-à-dire ne pas avoir peur de la castration, et puis dans l'inconscient, ça marche, c'est un universel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que cette peur-là, c'est déjà l'amorce donc de ce qu'on va appeler l'angoisse. C'est-à-dire que c'est sans objet, mais c'est là comme un envers. Et on verra que dans le travail de la cure, par exemple, les analysants qui viennent et qui ont l'impression d'avoir aucune peur, aucune angoisse de venir à leur séance, c'est qu'il n'y a pas de désir non plus. C'est-à-dire qu'il faut que la peur soit toujours un peu là, d'une certaine manière, comme l'envers du désir, pour certifier que c'est bien du désir qu'il s'agit. Hein. Donc, cette peur constitutive-là du désir, puisqu'elle en constitue l'envers, c'est ce qui va amener le sujet progressivement à sublimer sa pulsion en allant de plus en plus vers le dire, hein, puisque c'est un acheminement vers la parole. Et cet acheminement passe par le dépassement de cette peur-là. Il n'y a plus cette peur-là. Donc c'est pour ça que l'angoisse, elle est centrale, parce que elle tient des deux côtés la notion d'inhibition et les symptômes. C'est-à-dire que si la peur disparaît, il faut conserver un peu comme Lacan parle de honte, il dit un petit peu de honte suffit à ne pas avoir à mourir de honte. Et un peu de peur, mais celle qu'on éprouve, par exemple quand on fait des combats, quand on monte sur un ring ou sur un tatami, qu'on a un combat à faire, on a peur. Ouais, mais c'est une peur qui se dépasse. Mais si on n'a pas peur, c'est qu'on n'y est pas. On ne peut pas ne pas avoir peur. Voilà. Mais c'est un tout petit peu de peur qui permet d'éliminer toutes les autres peurs. Parce que on y va. Voilà. Alors je vous replace là mon allégorie du discours universitaire. C'est celui qui saurait tout sur la corrida, c'est-à-dire l'histoire de la corrida, tous les protocoles, le nom des toreros, tout ce qu'ils ont fait, etc., mais qui descendra jamais, lui, dans l'arène. Une corrida, ça t'appelle à descendre dans l'arène. Si tu descends pas, tu n'y es pas. Eh ben, le discours universitaire, c'est le journaliste qui parle de la corrida. Le torero, c'est l'analyste. Il y va, lui, dans l'arène. Il s'est confronté à son propre désir, il s'est confronté à sa bêtise, à son manque, à son ignorance, à sa manière d'user du langage comme s'il savait, alors que il sait maintenant qu'il ne savait pas, mais que le savoir qu'il habite, le savoir inconscient, lui sait quelque chose, et lui envoyer des signaux par l'intermédiaire justement de pointes d'angoisse, etc. Donc là, nous avons justement ce rapport plus sain à la parole, et il n'y a que ça. Nous n'avons pas d'autre orientation possible que celle-là. Que celle que va nous donner notre propre sujet, donc qui est le sujet parlant pour nous, parce qu'il est parlé dans un premier temps, mais il doit devenir parlant, et l'écoute de ce sujet-là qui nous guide, hein,
qui nous guide à travers, justement, le dire d'un autre, puisque, là on y revient, hein, je reviens sur le schéma de tout à l'heure, quand l'angoisse se passe au niveau de I de A, comme ça, dans cette fonction du moi qui est une fonction de méconnaissance, en vérité, ça vient du I qui est derrière, c'est-à-dire de l'autre. C'est-à-dire tout savoir doit faire l'épreuve de la vérité. Donc on peut dire que, par exemple, un enfant qui vient au monde, c'est une chair palpitante, une boule de savoir pur. Il sait déjà comment il va créer sa propre colonne vertébrale, comment il va développer ses poumons, alors que jusqu'à maintenant ils ne marchaient pas, ils sont ouverts au moment où il a pris sa première goulée d'air, il va pouvoir se déployer, etc. C'est un savoir, mais ce savoir-là, pour se développer correctement, va devoir affaire à l'autre, à l'altérité. Et l'altérité, c'est le lieu de la vérité, le lieu de l'autre. Et cette vérité, elle ne peut être que midite, comme dit Lacan, puisque le phallus n'y est pas. Il manque à sa place, le phallus. Et donc il va aller questionner ça, qui va revenir. Et c'est de cette manière, parce que la vérité va entamer le savoir, mais aussi le valider et le certifier, que l'enfant va se déployer correctement, c'est-à-dire autant sur le plan psychique que sur le plan physique. Et quand vous voyez des enfants, c'est absolument manifeste. Dès qu'ils entendent une parole qui résonne, immédiatement, ils changent complètement d'attitude. Alors ça parle tout de suite, hein. C'est immédiat. Voilà. Le premier moment de l'angoisse, celui que peu à peu a approché l'expérience analytique, disons au niveau autour du trauma de la naissance, et là, à l'approche de cette remarque, nous permet de l'accentuer comme quelque chose de plus précis, de plus précisément articulable que ce qui a d'abord été grossièrement approché sous la forme de la frustration. Et de nous interroger et de nous apercevoir, dès que nous nous interrogeons, que le moment le plus décisif dans cette angoisse dont il s'agit, angoisse du sevrage, ce n'est pas tant qu'à l'occasion ce saint manque à son besoin, que plutôt ce petit enfant cède ce sein, auquel, quand il est appendu, c'est bien comme à une part de lui-même. N'oublions jamais ce que représentait, et je ne suis pas le seul à l'avoir aperçu, je me réfère ici à Bergler, nommément. Le sein fait partie de l'individu au nourrissage. C'est que nous sommes liés à l'autre indéfectiblement, et l'autre avec un grand A, donc cette altérité, ce schème-là, en tant qu'il est le grand autre du langage, eh bien nous ne viendrons jamais à bout ni de son savoir, ni de sa vérité. C'est ce qu'il s'agit d'accepter aussi. Donc, on va laisser tomber toutes les illusions de maîtrise que nous avons conquises, notamment au stade anal, là, cette fausse sécurité, sûreté de soi qui est répugnante quand on voit des gens parler à la télé, etc. Ils savent rien, ils la ramènent comme des cons, on peut le dire. Là, ils sont vraiment insignifiants au dernier degré, mais comme s'ils savaient. Alors là, depuis le Covid, on a eu un paquet, hein, tous ces pseudo-médecins, pseudo-scientifiques, etc. Et donc il s'agit pour chacun de se confronter à sa parole pour savoir trouver la vérité de son mi-dire à soi, hein, et donc qui met en place cet objet que le psychanalyse représente, mais à n'en faire que le semblant, l'objet petit a. C'est-à-dire que l'analysant vient questionner la cause de son désir, la cause de son dire, là. Qu'est-ce qu'il vient lui dire? Et ça doit revenir vers lui de telle manière que les paroles vont se déployer, son champ syntaxique va s'ouvrir, il va devoir sortir de sa minorité psychique par rapport à son corps et par rapport à l'ensemble de la société. Il s'agit de faire une société avec des atomes sociaux, qui ne sont pas des atomes, on sait qu'on peut les couper en deux maintenant, mais qui soient déjà viables. On ne peut pas faire une société de demi-débiles mentaux, surtout s'ils sont au pouvoir maintenant, ils sont quasiment tous au pouvoir, les débiles, quoi. La seule véritable question, puisque j'ai dit que là j'irai jusqu'aux limites,
pas du tout que ça ait ses conséquences, puisque vous voyez qu'après tout, c'est une forme de sélection d'élite. C'est pourquoi ça ramasse aussi dans un champ comme dans l'autre tant de débiles mentaux. Voilà, c'est la limite. C'est la limite, mais ne croyez pas que c'est simplement pour m'amuser, pour faire comme ça une petite nasarde à des groupes dont on ne sait pas d'après tout pourquoi ils devraient être plus préservés que les autres de la présence de débiles mentaux. C'est parce que nous, analystes, nous pouvons peut-être là-dessus amorcer quelque chose qui est justement très important. Donc les gens les plus à l'aise financièrement, en fait, ont tiré parti de la perversion inhérente à la société, puisque la société, c'est la société qui est notre propre refoulé. Hein. Mais ça ne donne pas une position d'autorité. L'autorité, vous devez la chercher chez vous, à travers les auteurs, à travers ce que vous êtes capable de vivre et d'amener à la parole de votre propre expérience.